Cette interview vous est présentée par Nicolas Gallet. Luc Ferry, bonjour. Bonjour jeune homme. Vous êtes... Je le fais rire. Ah oui, vous n'êtes pas vieux quand même. Ah, 66 quand même, 66. mon pauvre ami, ça commence à compter. Ça va. Ouais. La même année que François Bayrou, vous êtes né. En 51. Exactement, donc vous voyez à quel point déjà... Vous êtes son aîné puisque vous êtes de janvier et il est de mai. Oui, c'est ça, il doit le respect d'ailleurs. Oui. Alors vous êtes, À bien des égards. vous êtes professeur de philosophie, essayiste, J'étais. vous avez été ministre. Vous êtes aujourd'hui à la 3e édition des Idées mènent le monde, Oui. dont le sujet est le progrès. Oui. Pour vous, Luc Ferry, la définition du progrès? C'est quand ça va mieux. Non, c'est ce qui améliore l'humanité. C'est pas simplement ce qui améliore la vie de l'humanité, mais c'est aussi ce qui améliore l'humanité elle-même. Donc c'est ce qui rend l'humain plus humain. Voilà, ça. Là. Et donc je pense que nous vivons dans un monde qui est infiniment supérieur à ce qu'il était dans les années 60 encore. Les années 60, c'était encore Franco, la révolution des yeux n'était pas faite au Portugal, c'était la Grèce des colonels, c'était les régimes fascistes en Amérique latine, c'était le totalitarisme soviétique, c'était 60 millions de morts dans la révolution culturelle chinoise, c'était encore en 1960 la guerre d'Algérie. On a formidablement progressé, aussi bien en termes d'espérance de vie qu'en termes de liberté, en termes de protection sociale, en termes de niveau de vie. Bon. Et donc ce qui me fascine par rapport à cette réalité objective, aussi si, allez voir sur Internet, ne me croyez pas, la misère dans le monde a incroyablement régressé. C'est le phénomène le plus important des 50 dernières années, et malgré tout, on est dans un univers en France où les meilleurs intellectuels sont totalement pessimistes, dépressifs et n'ont qu'une idée, c'est de revenir à la Troisième République. Certains publient le Club Orwell, bonjour, entrée dans le pire des mondes, ce qui me fait hurler de rire tellement c'est à côté de la plaque. Et notre monde politique est totalement tétanisé par Daesh. La campagne de la droite porte quasiment uniquement sur les questions d'immigration, de sécurité, d'islam, etc. Alors que c'est évidemment pas Daesh qui va faire le 21e siècle, mais les GAFA qui sont en train de le faire. Google, Apple, Amazon et Facebook sont plus puissants que les États, sont en train de bouleverser le monde, alors que nos politiques et nos intellectuels sont dans la Troisième République. Vous avez été ministre presque 2 ans, de Jacques Chirac, de 2002 à 2004. Vous êtes attaqué à l'illettrisme dès que vous êtes arrivé au gouvernement. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un progrès par rapport à ce que vous aviez lancé en 2002 ? Écoutez, le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère, qui était polytechnicien mais pas idiot pour autant, m'avait dit « Il y a un chiffre que vous devez avoir en tête, monsieur le ministre, car il était poli. C'est que 80% des enfants qui n'apprennent pas à lire au cours préparatoire n'apprennent jamais à lire. » Et il avait totalement raison. J'ai par conséquent dédoublé les cours préparatoires de 60 pour 75 000 enfants, de telle sorte que la maîtresse, parce que ce sont globalement des maîtresses à 95%, puisse réparer, si vous voulez, les difficultés des enfants en même temps qu'elle diagnostiquait ces difficultés. Ça marchait formidablement. On était en train de régler le problème de l'illettrisme en France. Et malheureusement, une semaine après mon départ, tout ce que j'avais fait a été supprimé par mon successeur, François Fillon en l'occurrence, non pas du tout parce qu'il était hostile à ce que j'avais fait, mais juste parce qu'il n'en avait pas la moindre idée. Ensuite, vous êtes attaqué à la laïcité en faisant un texte interdisant des signes religieux ostensibles à l'école. Est-ce qu'il y a eu un progrès depuis ce texte ? Ah bah oui, il y a eu un formidable progrès, c'est qu'il n'y a pas dans les établissements scolaires. Alors après, il y a eu Daesh qui s'est greffé, hélas, sur nous, malheureusement. Mais pour ce qui est... Moi, je n'étais pas chargé de la lutte contre Daesh, qui d'ailleurs à l'époque n'existait pas. Mais pour ce qui est des insignes religieux dans les établissements scolaires, oui, j'ai gagné la partie à 100%. Il n'y a plus un seul voile aujourd'hui, en tout cas, il n'y a plus un seul problème de conflit autour des signes religieux à l'école, signalés ni par la presse, ni par les services du ministère de l'Intérieur, ni par ceux du ministère de l'Éducation nationale. Donc les familles ont parfaitement compris qu'il était totalement intolérable quand on rentrait dans une classe qu'on puisse voir au premier coup d'œil, ah bah là il y a les petits juifs qui ont une kippa, là il y a les chrétiens qui ont une grande croix, puis il y a les musulmans qui ont un foulard, et puis tapez-vous dessus. Non mais enfin c'était quand même hallucinant. Bon. Et donc oui, cette loi a formidablement bien marché, on a réglé complètement le problème à l'intérieur des établissements scolaires. Oui. Depuis que vous avez quitté la politique, que vous n'êtes plus ministre, est-ce que vous trouvez que la vie politique française a progressé ?
Écoutez, ça dépend du point de comparaison qu'on prend. Non, pour ce qui est de l'éducation nationale, ça a été une véritable catastrophe tout récemment. C'est-à-dire qu'on a eu les 2 plus mauvais ministres de l'éducation nationale depuis que l'éducation nationale existe. Je pense à Benoît Hamon et à Najat Vallaud-Belkacem. Avant, on a eu des ministres qui étaient tout à fait corrects. Vincent Peillon est un homme intelligent. Il s'est peut-être pris les pieds dans le tapis sur l'histoire des rythmes scolaires, mais sur le fond, il avait raison. Et c'était un républicain, c'était un homme cultivé, c'était un homme intelligent. Non, on a eu des ministres qui tenaient la route, si vous voulez. On peut être en désaccord avec Jean-Pierre Chevènement sur tel ou tel sujet. Moi, je ne partage pas ses idées sur l'Europe, mais enfin, c'est un homme cultivé, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui avait des idées et qui occupait le poste ministre de l'Éducation nationale de manière convenable. Voilà. François Bayrou aussi, on peut là encore avoir des désaccords avec moi ou avec ces gens-là. Mais enfin, ils étaient au niveau du poste. Là, on l'a franchement ridiculisé dans les derniers temps. Vos projets? Quel projet? Ça dépend sur quoi? Vos projets actuels, là, celui que vous allez mener. Mes projets actuels, c'est faire en sorte que mes filles réussissent leur vie, d'abord leur vie scolaire si possible, et puis leur vie amoureuse si jamais. Et donc mes projets, ça passe avant tout. Et puis par ailleurs, j'écris en ce moment une encyclopédie philosophique, qui paraîtra à partir du mois de mars en 30 petits livres. 30 petits livres, ça me prend un temps absolument dingue. Et donc ce sera un abécédaire, c'est-à-dire que ça ira de A à Z, c'est-à-dire de abeille, la fable des abeilles de Mandeville, jusqu'à Z, c'est-à-dire par exemple zen, ce que c'est que le zen. Et donc je parcourrai... Vous êtes zen? Non, pas du tout. Je suis ni sage ni zen. Vous essayez de l'être? Non, pas du tout. Vous savez, ne confondez pas philosophe et sage. Les sages, c'est Socrate, c'est Bouddha, c'est Jésus, ce sont des gens qui n'ont jamais rien écrit. Le philosophe, c'est par exemple Platon et pas Socrate. Les philosophes écrivent sur la sagesse, ils en parlent, mais ils ne sont pas des sages. Et je n'ai jamais prétendu être un sage. Ça vous a aidé la philosophie dans votre carrière politique? J'ai jamais eu de carrière politique, donc il y a les 2 ans où vous étiez ministre. Oui, mais c'est pas du tout une carrière politique. On m'a proposé après de redevenir ministre, on m'a proposé d'être ambassadeur, on m'a proposé d'être membre du Conseil économique et social, que sais-je encore, d'être député européen. Puis alors là, j'étais très bien placé, j'étais 2e dans le Sud, et donc j'étais sûr d'être élu. J'ai tout refusé. J'ai accepté d'être au Conseil économique et social une première fois parce que je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai évidemment refusé la 2e parce que cette institution qui ne sert absolument à rien devrait être supprimée d'urgence. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très sympathique d'être au Conseil économique et social parce qu'on voit des gens aimables, qu'on rencontre des gens intéressants et qu'on ne s'y ennuie pas. Mais franchement, ça ne sert strictement à rien. Donc moi, je n'aime pas être payé à ne rien faire. Donc j'ai refusé d'être député, j'ai refusé d'être député européen, j'ai refusé d'être ambassadeur, j'ai refusé d'être ministre des universités parce que je veux rester libre et que je pense que en fait, dans politique, il n'y a qu'un seul poste qui compte vraiment. Il y en a 2. Il y a président de la République et Premier ministre. Mais ministre, on n'a pas les marges de manœuvre nécessaires pour agir vraiment, ou en tout cas, c'est très rare qu'on ait les marges de manœuvre nécessaires pour agir vraiment, parce que il faut des conditions très particulières pour réussir à transformer vraiment les choses. Et l'une des conditions, c'est d'avoir un président de la République qui vous soutient vraiment. Et pour moi, ce n'était pas le cas. Chirac ne m'a jamais soutenu. Et Chirac avait qu'une peur, c'est qu'il y ait 3 étudiants dans la rue. Et honnêtement, s'il y avait eu un championnat du monde de marche arrière, on l'aurait gagné. Luc Ferry, le mot de la fin. Fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rigole, mais c'est vrai.